Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on va préparer notre semaine de trading, on verra les différentes annonces économiques qui arrivent, on verra sur le BTC si on peut avoir des setups ou pas qui s'enclenchent, on parlera bien sûr d'Ether et 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser, Chiliz, Dash et Sky. On verra si on a des setups ou pas qui s'enclenchent sur ces cryptos-là. On fera d'ailleurs également le suivi des trades que j'ai toujours en cours. Alors, je commence ici par les annonces économiques. Cette semaine, on a la 3e estimation du PIB aux États-Unis. Donc, faudra voir si on a des chiffres au-dessus ou en dessous des attentes. Idéalement, on veut que l'économie se passe pas super bien. Pourquoi ? Parce que ça encouragerait la Fed à baisser ses taux. Donc on s'attend à ici 4,3% au niveau de cette 3e estimation. Alors, la 3e estimation, c'est pas la plus importante, mais il faudra bien sûr surveiller ça. Et on a également le Core PCE. Ça, c'est une data très importante pour la Fed, puisque c'est l'une des datas les plus importantes qu'elle prend en compte pour la décision des taux avec l'emploi également. Mais le PCE et l'emploi sont des datas vraiment important, ça nous permet tout simplement de savoir si on a une inflation qui est en hausse ou pas, et idéalement on veut, pour que ça soit bullish, des chiffres en dessous des attentes. Ça nous confirmerait comme quoi l'inflation baisse. Une inflation qui baisse, ça peut plus rapidement encourager la Fed à baisser ses taux. Alors peut-être pas lors de la prochaine réunion qui arrive dans 10 jours. Pourquoi ? Parce qu'on price ici à 95% aucune baisse des taux et 5% une baisse des taux. Par contre, ça peut encourager la Fed pour sa réunion du 18 mars ou du 29 avril, là à potentiellement baisser, d'avoir une baisse ou 2 baisses des taux, au moins accélérer. Il me semble qu'on price 2 baisses des taux pour 2026. Si on peut avoir des annonces plutôt pas mal pour en pricer 3, bah c'est sûr que ça serait plutôt pas mal. Donc ça, va falloir surveiller tout ça. Ça sera le 22 janvier, ça sera jeudi, et ça aura, comme j'ai dit, un rôle important, et ça pourra créer de la volatilité. Donc attention, si vous avez des positions cette journée-là, ça sera très important de surveiller tout ça. Je commence ici par le BTC, on a notre clôture weekly qui arrive. Ça serait bien d'avoir ici une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, et idéalement d'avoir une mèche qui ne représente pas plus de 50% de la bougie. Moi, vous savez que j'aime bien fonctionner comme ça. Quand j'ai une bougie avec une grosse mèche, dans un sens ou dans un autre, et quand j'ai la clôture, je prends toujours en compte la mèche pour savoir est-ce que on a un vrai signal de cassure ou pas. Quand on commence à avoir une grosse mèche, vous voyez par exemple ici on a quand même une mèche assez conséquente, pas 50% mais je dirais 60% de bougie, 40% de mèche, ça nous montre tout simplement que on a des acheteurs qui se réveillent. Quand on a, pareil de l'autre côté, une grosse bougie sur une bougie verte, une grosse mèche sur une bougie verte, ça peut nous indiquer qu'il y a des vendeurs qui se manifestent. Et souvent, ça peut être des signes de top, de bottom. Vous voyez ici, hop, grosse mèche à ce niveau-là. Donc c'est toujours des signes, moi que j'aime bien prendre en compte. Pour le moment, on semble clôturer d'une bonne manière. Ça serait bien de pousser un peu plus et clôturer au-dessus des... si on peut clôturer au-dessus des 95 500, 96 000, ça serait plutôt pas mal. Mais en tout cas, pour le moment, on est en train de pousser, de confirmer comme quoi on casse. Je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de gens qui se demandent si on est vraiment en train de casser. Pour moi, je vous l'ai dit, tant qu'on réintègre pas ce niveau-là, tant qu'on réintègre pas le précédent haut de range, rien d'alarmant. On prend ici un volume profile, hop. Et qu'est-ce qu'on a ? On a ici une bonne zone vers les 93 300. Tant qu'on se situe au-dessus de la value array high, il n'y a rien d'alarmant. D'accord ? On pourrait même revenir s'installer ici, partir comme ça, et ça serait pas un signal d'inversion de notre dynamique. Par contre, vraiment, le signal à surveiller qui serait bearish, c'est soit on repasse en dessous de la value array high, soit on passe en dessous des 90 000 $, et là, on aurait vraiment des signaux vraiment pas bons pour la suite, avec un marché qui aura de grandes chances de plonger et de retourner chercher l'extrémité basse, voire casser cette extrémité basse. Donc pour le moment, cette semaine, je m'attends à un marché qui soit plutôt bullish, ou au moins qui latéralise, mais pas qui commence à corriger. Alors que je dis je m'attends, c'est d'un point de vue probabilité. Maintenant, si on a ce scénario qui se met en place, je serai pas là en mode à me dire ouais, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, c'était pas prévu. Non, j'ajusterai mon curseur d'exposition, j'aurai des décisions tout simplement en lien avec ce que le marché me propose, parce qu'on ne peut pas anticiper ce que va faire le marché. Par contre, on peut réagir et ajuster, prendre des actions en fonction de ce que le marché nous montre. Quand le marché nous montre ici un break, qu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, on va être plutôt dans un contexte, on va prendre des longues, on va construire des positions, on va peut-être prendre des profits pour ceux qui sont déjà positionnés avant parce que on commence à être sur des niveaux hauts, mais on va tout simplement s'adapter en fonction de ce que fait le marché. Si le marché passe ici bearish, parce que là sur du moyen terme, au moins long terme, on est bearish parce que
on est toujours sous le tunnel daily, on n'a pas franchi vraiment cette grosse zone, on a une cassure mais assez légère, on l'a vu en weekly, mais on pourrait repasser bullish si vraiment, pour vraiment repasser bullish, weekly, il faudrait déjà s'installer au-dessus du tunnel daily, et je serais vraiment confiant si on s'installe au-dessus des 106 000 $. Pour moi, la grosse zone d'intérêt, elle est là, où potentiellement on peut faire ça. Par contre, si on fait ça, ouais, c'est bullish pour la suite. Là, on a un gros mur. Cette zone-là, c'est un gros mur. Par contre, sur du moyen terme, on est bullish, et sur du court terme, on est également bullish. Bullish neutre, parce que là, on latéralise, mais voilà, on a quand même des contradictions entre le moyen, le court et le long terme. Donc c'est pour ça, faut être prudent, et faut avoir surtout des hypothèses au cas où on fait ça. Là, vous devez vous poser des questions, parce que après, je sais des fois certains comment vous raisonnez, et il y a pas de mal là-dessus, on est tous passés par là, et moi aussi j'étais débutant à un moment, et je fonctionnais en mode, j'ai un biais, j'ai un avis, c'est-à-dire je me dis c'est boule, et j'ai des œillères, et c'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est-à-dire si on fait ça, ou si on fait ça, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas réagir, et quand on fait ce genre de choses, je suis un peu dans la sauce. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu de plan, j'ai pas prévu de plan pour cette éventualité, parce que j'étais persuadé que le marché pouvait faire que ça. Alors qu'un bon trader, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait ajuster son exposition en fonction de ces trois scénarios. De toute façon, le marché peut soit monter, soit baisser, soit faire du surplace. Et peu importe ce qu'on fait, vous devez savoir quoi faire. Des fois, ça peut être ne rien faire. C'est une stratégie, des fois, ne rien faire. Mais vous devez savoir que vous ne faites rien. Et si vous ne prévoyez pas quoi faire en fonction de ce que le marché, lui, va faire, c'est là où vous allez, du coup, être dans l'incertitude. Le marché va prendre une direction. Et si c'est pas la direction que vous avez prévue, c'est là où vous allez paniquer, c'est vos émotions qui vont prendre le contrôle, et vous allez tout simplement prendre de mauvaises décisions, et c'est là où, en général, quand c'est vos émotions qui vous jouent des tours, vous prenez des mauvaises décisions, ça impacte votre capital, etc., etc. Donc là, voilà, si vous voulez commencer cette semaine, vous pouvez vous demander, ok, si on part plus haut, et qu'on casse les 100 000 $, qu'est-ce que vous faites? Prendre des profits, réajuster votre exposition, à nouveau prendre des trades en longue, voilà. Si on fait du neutre toute la semaine, qu'est-ce que vous faites? Et si on casse les 90 000 $, qu'est-ce que vous faites? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et c'est pas, je me poserai la question quand ça va se produire. Non, parce que quand ça va se produire, vous allez être biaisé. C'est comme toutes les personnes qui, quand on était ici, moi je construisais ma stratégie de prise de profit, je parlais des 100 000 $, 120 000 $, je savais où j'allais prendre mes profits, même si on était loin de ces niveaux-là. Et beaucoup de personnes étaient en mode, ah non, j'attends, et j'ajusterai mon exposition, je ferai ma stratégie de profit quand on sera sur des niveaux hauts. Le problème, c'est que quand on arrive au niveau des 100 000 $, les personnes vont commencer leur stratégie en étant conscients que le marché est à 100 000 $, mais le problème, c'est qu'ils vont être biaisés parce qu'ils vont vouloir prendre des profits plus hauts, parce qu'ils vont être décorrélés de la réalité, et plus tu fais ta stratégie tard, plus elle ne va pas être réaliste. Pour la simple et bonne raison que tu peux être biaisé parce qu'on est déjà haut et parce que tu veux aller voir plus haut. Que si ta stratégie elle est construite sur des niveaux comme ça ou sur des niveaux comme ça, tu auras plus de chances de t'y tenir et elle aura plus de chances d'être réaliste. Quelqu'un qui se dit tiens, je construis une stratégie de prise de profit à 120 000 $, c'est trop tard parce que cette personne-là va mettre 150 000, 180 000 $. C'est pareil. Quand on est comme ça sur ces niveaux-là, c'est là où on sait les zones intéressantes pour se positionner, d'accord? Mais c'est pas on se dit pas tiens, quand on sera 50 000 $, je verrai là où me positionner. Non, c'est pas la bonne méthode. Et si tu fonctionnes comme ça, ça sera compliqué. Bon, en tout cas, ça c'est sur du long terme, sur du moyen court terme. Hop, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le nouveau point pivot weekly qu'on va avoir. Ça, on en reparlera demain. Là, on a une bonne confluence depuis un moment entre le tunnel 1 heure et le point pivot weekly, mais on n'a pas du tout pullback. Donc, j'ai pas spécialement eu de setup de mon côté. Au niveau ici des points pivot monthly, on a dépassé la résistance 1. Alors j'affiche rarement la résistance 2, mais on peut l'afficher. Ça me surprendrait pas d'avoir top dessus. Non, elle est plus haut. Elle est parfaitement en confluence avec les 99 500 $. Donc vous voyez là, il y a une très bonne zone de localisation. Si on y va dans les prochains jours, où là, il va falloir être vraiment prudent. Là, ici, qu'on pose un top de marché, ça peut un peu me surprendre quand même parce que je pense qu'on a la force d'aller pousser plus haut. Par contre, cette zone-là, va falloir vraiment la surveiller. On a quand même une grosse confluence de niveau, tunnel daily, price action qui fait office de résistance 2 sur le point pivot monthly. Donc, chiffron psychologique des 100 000 $ juste au-dessus. C'est un niveau très décisif, en tout cas si on y va. Donc, surveillez ça, préparez votre semaine de trading. Pareil, moi de mon côté, je vais regarder les points pivots. Si on a un pullback à ce niveau-là, vers les 93 000, ça peut être une bonne zone pour prendre des longues si j'ai une réaction acheteuse. Et ouais, je veux pas réintégrer ce niveau-là et je veux pas passer en dessous de ce niveau-là. Et donc ça, c'est mon plan. On a un pullback ici, une réaction acheteuse. Je peux prendre un long avec une invalidation si on réintègre.
Et sinon, j'attendrai de repasser au-dessus du tunnel 15 minutes, d'avoir à nouveau un momentum haussier, d'être dans ce genre de conditions de marché pour faire de la continuation de tendance sur du court terme. Prendre des shorts actuellement, non. Les seules conditions qui pourraient me faire prendre des shorts, c'est d'avoir une accélération forte à la baisse, de passer sous ce niveau-là et d'avoir des moyennes mobiles orientées à la baisse. Dans ce cas-là, les replis pourront me faire prendre des shorts, ok. Ou alors, si ici j'ai un gros signal vendeur, je pourrais potentiellement prendre également des shorts, parce que la localisation elle est plutôt bonne, mais il me faut une inversion de ma dynamique, une structure de top de marché, il me faut globalement quelque chose, comme je viens de dessiner ici, avec ce sommet-là, à ce niveau-là. Et là, ok, je pourrais prendre potentiellement un short, mais pour le moment, je préfère pas trop me précipiter là-dessus, parce que la tendance est haussière pour le moment, et je veux pas faire de la contre-tendance. Voilà de mon côté sur BTC, au niveau des 2 trades que j'ai en cours, toujours un trade ici sur ICP, qui est toujours à break-even. Donc voilà, on laisse dérouler tranquillement le trade, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je ne peux rien perdre sur ce trade-là, j'ai monté mon stop loss à break-even. Donc tout simplement là je patiente, on est en train de pullback légèrement, on voit qu'on est juste sur un V-top, ok, c'est classique dans une structure en W comme ça, de pump et d'avoir un moment à retracement. L'idéal c'est ici de former creux sommet de plus en plus haut. J'ai pas spécialement d'inversion de mon côté, et sur Optimism ça part pas fort pour le moment, pas d'inversion également, on est toujours ici dans une tendance haussière, et c'est pour ça que mon invalidation c'est sous ce plus bas là. Pourquoi? Parce que si on casse ce niveau là et si on va plus bas, je ne veux pas hold une position qui me montre comme quoi on inverse notre dynamique en faisant un creux plus bas que le précédent. Logiquement, dans une tendance haussière, on garde des creux de plus en plus haut, et quand on casse un précédent creux, en général c'est pas terrible. Donc je préférerais sortir à ce niveau-là de mon côté. Donc voilà, 2 positions que j'ai en cours, j'en ai pas pris d'autres de mon côté, des positions swing que j'accepte de garder quelques semaines, automatiquement, peut-être même quelques mois, si ça met du temps à partir. Et puis voilà, et sur l'intraday, j'ai pas de trade en cours sur l'intraday. Au niveau d'Ethereum, il pousse un peu plus aujourd'hui, il est toujours dans cette traîne haussière de creux et sommet de plus en plus haut. Par contre, lui, on est sur résistance. Donc c'est vraiment tendu de se positionner ici sur Ethereum. On a une clôture weekly qui est quand même pas mal si je me mets juste en clôture en ignorant les mèches. On fait des creux et des sommets ici de plus en plus haut, mais ouais, on bute sur un gros niveau. On a également le tunnel daily, on bute dedans, qui fait office de résistance. Je sais plus si on a ici des points pivots. Hop, on va regarder ça ensemble. Non, on est repassé au-dessus du point pivot yearly, donc ça c'est plutôt, hop là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on est repassé au-dessus, il a fait office de support, et on bute, oui c'est vrai, on bute sur la résistance 1 là, de notre point pivot mensuel. Donc on voit que les points pivots sur Ether sont plutôt bien respectés, que ça soit des points pivots yearly, points pivots weekly en violet. À ce niveau-là, on voit qu'on a fait office de support, et le point pivot monthly en gris. Donc pareil, les nouveaux points pivots weekly, ça va être des niveaux très intéressants à surveiller. Et en mensuel, là, si on commence à s'affranchir des $3 400, pour moi c'est la grosse zone d'intérêt ici qui fait office de résistance. Mais si on arrive à passer au-dessus, on sort de ce range là, c'est direction pour moi la prochaine zone d'intérêt ici, $3 800. Il n'y a pas grand chose qui va empêcher le prix d'aller chercher ce niveau là. Logiquement c'est le prochain objectif, et comme qu'on casse comme ça un niveau de support, l'objectif après c'est d'aller chercher le prochain, comme on a eu ici. Si on avait cassé ce niveau là, l'objectif ça aurait été d'aller chercher ensuite les $2 200. Donc là, on est plutôt dans un scénario où si on pousse, si on arrive à casser ce niveau-là, objectif les 3800. Maintenant, pour le moment, on l'a absolument pas cassé. On est plutôt ici dans un contexte où, méfiance, on est quand même sur résistance, et si on a une réaction vendeuse, là, faudrait pas structurer un M-top et passer en dessous de ce niveau-là. Faire quelque chose comme ça serait vraiment pas terrible pour Ether, et on inverserait notre dynamique et on rentrerait peut-être dans une dynamique baissière avec un retour bas de range. Voilà de ce côté-là BTC et Ether. Je passe rapidement ici sur le marché US qui lui fait ATH sur ATH depuis quelques semaines, quelques mois, mais avec un faible momentum. On perd ici du momentum, on peut le voir ici avec un MACD. Voilà, on a ici divergence baissière qui est confirmée. Ceux qui utilisent plutôt un RSI, on peut regarder ça ensemble. En RSI, sur le RSI, on diverge également. On voit que là on fait un sommet plus bas, alors que sur le court, on fait un sommet plus haut. Je pense que si je mets en 3 jours,
on diverge bien depuis un moment. En weekly, on diverge également. Donc voilà, on voit qu'il y a, même sur les MACD, on diverge, on voit qu'il y a un affaiblissement du côté des acheteurs, mais il n'y a pas de réveil vendeur. Ça qui est assez ouf. Et des acheteurs faibles seront toujours plus forts que des vendeurs absents. Donc pour le moment, on reste dans une traîne haussière. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Hop là. Ils sont orientés à la hausse. Pas de signe d'inversement. Par contre, si on commence à structurer une pattern de retournement, piéger des acheteurs et rentrer dans une dynamique baissière, voilà, ces creux-là vont être des objectifs, hein, clairement. Et il y a pas mal de monde à liquider sous ces creux-là. Donc on peut s'attendre à un long squeeze, hein, comme on est ici avec une baisse assez conséquente. Ça arrivera à un moment donné, c'est comme ça, hein. Le marché il fait toujours des phases phases haussières, phases de correction. Okay, et pour le moment, ça fait longtemps qu'on n'a pas une vraie phase de correction sur le SP500. Donc vaut mieux être prudent maintenant sur les derniers temps quand le SP500 chute, les cryptos pump et inversement. Donc à voir cette décorrélation combien de temps elle dure. Alors au niveau des altcoins, vous pouvez demander d'analyser. J'ai ici Chiliz. Alors Chiliz, ce qu'il va falloir surveiller, et j'analyse pas la charte, mais voilà, j'allais dire ce qu'il va falloir surveiller. Visiblement, on pump plutôt bien sur les derniers jours. On a fait un x2. Chiliz, c'est un projet dans le domaine du foot. Il y a énormément de fan tokens qui sont créés grâce au projet Chiliz. Et qu'est-ce qu'on a? On a la Coupe du Monde qui arrive. D'accord, en juin 2026 là. Donc on est à peu près 5 mois de la Coupe du Monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en 2022, on avait eu un gros buy the rumor. Alors même si c'est pas une rumeur qu'on sait qu'elle a lieu, mais on achète l'événement bien avant. Et le lancement, c'était en novembre 2022 avec une fin de Coupe du Monde en fin décembre 2022. Et il y a eu buy the rumor, sell the news. Alors la Coupe du Monde, elle a commencé de mémoire. C'était, je me rappelle, il y avait eu un gros mouvement baissier directement à l'ouverture de la Coupe du Monde. Il me semble c'était le samedi 19 novembre. Pas le 7, hein, c'était ici. Je crois que le top de marché, à ce moment-là, il se fait quand la Coupe du Monde se lance. Et on voit qu'avant, on a eu tout un buy the rumor avec une bonne hausse ici. Quand je regarde du point le plus bas au point le plus haut, on est quand même sur un x3. Donc la Coupe du Monde commence en novembre, donc le 11 du mois, fin de l'année, là, et ici c'est le mois de juin, le jour c'est le 6, donc on a 5 mois également. On est à peu près dans le même scénario. On a eu ici un rallye haussier, à peu près, quelques mois, 5 mois avant que la Coupe du Monde commence. Et pendant toute la Coupe du Monde, qui a duré à peu près 1 mois et demi, grosse phase de baisse, jusqu'à poser un bottom à la fin de la Coupe du Monde, qui était à peu près ici, dans cette zone-là, il me semble. À vérifier, mais je crois que c'était par là. Donc on voit que on peut avoir un événement qui se répète, c'est quelque chose à surveiller pour ceux qui veulent un peu avoir des conditions de marché similaires, et ça me surprendrait pas d'avoir la même chose, c'est-à-dire ici un marché qui pump pas mal sur les prochaines semaines, prochains mois, potentiellement avec des phases de correction, mais on voit qu'on a déjà commencé, et au moment du lancement de la Coupe du Monde, avoir potentiellement une baisse. Faudra surveiller, et ça peut être un bon setup de prendre des shorts, avec quand même une bonne gestion de risque, on n'est jamais sûr à 100%, mais de prendre des shorts au moment de l'ouverture de la Coupe du Monde, un jour avant, ou voilà, idéalement avec un signal technique quand même, avec quelque chose de similaire. Parce qu'en général, c'est comme ça, les gens anticipent avant l'événement, et au moment où l'événement sort, il y en a beaucoup qui disent je vais acheter parce que ça y est, tout le monde va acheter, sauf que non, la plupart des gens sont déjà dans le train. Maintenant, techniquement, c'est moche, on est depuis 2022 dans une traîne qui est baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Quand je regarde les moyennes mobiles, c'est plutôt pas mal, on est repassé au-dessus du tunnel daily, tunnel 3 jours, donc on essaye de constituer un bottom, et le problème c'est que le bottom il se fait un peu en V-bottom. Je suis pas fan de ce genre de structure. Maintenant oui, on est quand même en train d'inverser notre dynamique. À chaque fois qu'on a inversé notre dynamique, c'était pour un rallye haussier, c'est pas ça non plus qui nous a inversé notre tendance long terme. Pour le moment, quand je regarde la trend long terme, voilà, on voit bien qu'on est ici plutôt dans un canal descendant, avec une bonne amplitude, entre le point le plus bas et le point le plus haut, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est pas en mode je hold ça 5-10 ans, parce que ça va me faire un x20. Non, absolument pas. Si on prend des trades, mais on n'hésite pas à prendre ses profits quand on arrive proche de la borne haute. Et après, pour vraiment constituer un gros bottom, ça serait bien en mensuel, d'avoir ici une sorte de grosse pattern de retournement et de valider un creux plus haut que le précédent. On n'arrive pas à faire ici un creux plus haut que le précédent, et ça serait potentiellement ici un signal bullish pour entamer une phase corrective. Mais c'est pas le cas sur Chiliz pour le moment. Donc je patienterai, mais je garderai quand même un œil avec la Coupe du Monde qui arrive. Ensuite, j'ai une analyse ici de Dash. Bon, Dash, ça fait un peu partie des cryptos où personnellement, je suis pas fan, hein. C'est des cryptos qui tendent vers zéro sur le long terme. Ils peuvent toujours avoir des pumps comme on est en train de faire
voilà, sur les derniers jours là-dessus. Mais sur le long terme, pour moi, ça c'est une crypto qui tendra sûrement vers zéro. On le voit en tout cas d'un point de vue price action, c'est pas terrible. Et voilà, des fois ça peut arriver d'avoir de la volatilité avec des petits narratifs comme on a actuellement. Maintenant, est-ce que on valide un bottom pour autant? Alors, en weekly, c'est plutôt pas mal, on a eu ces structures en W, donc on peut potentiellement entamer un rallye. Maintenant, on a pas mal de zones de résistance, hein. On a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. Je pense pas que c'est une crypto. Ça peut faire comme XRP, ça peut partir. Dans tous les cas, ça c'est une crypto qui est très intéressante pour faire de la continuation de tendance, mais pour l'investissement long terme sur des charts comme ça, moi honnêtement j'ai du mal. Et c'est des cryptos un peu de dinosaures, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. À partir du moment où la crypto ne fait plus d'ATH sur ATH, c'est qu'on a une perte de momentum, et on peut quand même avoir des trades qui peuvent se prendre sur du long terme, parce que là on a une bonne amplitude et il y a de quoi faire de la perf. Là-dessus je suis totalement d'accord. Maintenant c'est pas une crypto sur le long terme. De toute façon il y a juste un truc simple à faire sur ce type de crypto, c'est de faire crypto dash USD divisé par crypto BTC USD. On valide, et là on a tout simplement la performance de Dash face au BTC. Et est-ce que c'est un bon investissement? Non, on le voit bien. Pourquoi? Parce que depuis 2018, on est sur un moins 99%. Et c'est une crypto qui s'est fait surperformer par le BTC. Alors oui, par contre, il peut y avoir des bons trades à prendre. Vous voyez ici, hop, on fait un plus 150%. À ce niveau-là, on performe également. À ce niveau-là, c'est même plutôt correct. Vous voyez, il y a une grosse surperformance. Mais pas sur du 5-10 ans. Oui, sur quelques mois, ça peut être intéressant. Je dis pas le contraire. Mais holder ça et mettre ça dans un portefeuille crypto et se dire dans 10 ans je reviens, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Par contre, la chart elle est plutôt ici intéressante pour faire de la continuation de tendance. On met ici des moyennes mobiles, hop, creux sommet de plus en plus haut. Voilà, on a un 3 minutes au-dessus du 15 minutes, 15 minutes au-dessus du 1 heure. On est plutôt ici dans un contexte haussier avec un bon momentum. Donc pour ceux qui cherchent un actif à trader en suivi de tendance avec un momentum bullish, Dash est ici une bonne opportunité. Et dès qu'on commence à passer sous le 1 heure, là on a un signal qui est plutôt bearish. Mais tant qu'on reste dans une dynamique haussière, c'est intéressant. Et si on reprend ici le dernier mouvement, hop, on revient chercher le 15 minutes, on s'appuie dessus, on refait un nouveau sommet. Par contre, quand on commence à perdre le 1 heure, là on voit bien la dynamique baissière qui se met en place. Et dernière crypto, une analyse de Sky. Hop là. Je vais chercher un peu plus de charts. Je pense pas que j'ai tout ici. Est-ce que je peux... Coinbase, non. Il y a un KuCoin ou pas? KuCoin, j'ai tout à chaque fois. Je pense que j'ai tout ici. Hein. Après, c'est un projet récent quand même. On va regarder ça là. Non, c'est vrai que c'est Maker, il y a eu un changement. Et des fois, il y a des... Ouais, c'est vrai que c'est Maker. Des fois, il y a des changements de token, j'oublie carrément le nom. Voilà, ça va être mieux de prendre comme ça. Et là, on est quoi? On est le 12 janvier. Non, mais c'est vrai, ça a changé de nom. Des fois, il y a des changements de nom, j'oublie complètement. En plus, quand c'est des tokens que je ne suis pas tout le temps, Maker, c'est pas un projet que je possède ou qui m'intéresse spécialement, donc je suis pas en permanence. Et ça, il faut se mettre à jour. Et heureusement que le market cap l'a affiché. Où est-ce qu'on est? Eh ben, ici, c'est pas terrible ce qu'on est en train de faire. Là, on a une bonne bougie qui descend. On est quoi? Ah ouais, on est plus à jour là. 12 janvier, et actuellement on est le 18. J'aime pas. Vous voyez, c'est ça, dans le problème des changements de chart, faudrait quelque chose qui me permet de tout voir. Le 12 janvier, c'était quand? C'était là. On avait fait une bonne baisse, et là on a un peu reparti à la hausse. Ouais. Bon. Globalement, on va se dire que le 12 janvier, c'est là. On est à peu près au 6 janvier. Le 6 janvier, c'est là. On est là. Ok, on a fait ça. Donc actuellement, on est ici. Je préfère avoir toute la chart pour faire une analyse complète. Alors, où est-ce qu'on se situe? Eh ben, en fait, on est revenu tout simplement pullback, la zone psychologique des $1000, à chaque fois où c'est tout simplement un point d'intérêt. On a à nouveau une réaction acheteuse. Bah là, l'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. De toute façon, c'est du yo-yo qu'on fait sur Maker depuis un moment. Maintenant, il faut l'appeler Sky. Voilà, c'est du yo-yo, des niveaux intermédiaires. Prochaine zone, $2200. Si ce niveau break, l'objectif c'est les $4000. Après c'est des points d'intérêt. C'est-à-dire que quand on revient chercher des niveaux de support comme ça, on augmente son curseur d'exposition, et quand on pump et qu'on va chercher des niveaux de résistance, là on réduit son curseur d'exposition. Et il y a 3 gros niveaux à ce niveau-là. Si on commence à les perdre, il peut y avoir des invalidations. La grosse invalidation c'est si on perd ce niveau-là. Là ça serait plutôt bearish. Et également si on perd le plus bas de 2023. Mais
Voilà. Maintenant, sinon ici, on n'est pas dans la meilleure zone pour se positionner, on est globalement vers le milieu de range. Mettez des alertes sur les extrémités et après cherchez globalement à faire de la continuation de tendance quand on a un flux qui est haussier. Vous voyez qu'on est dans ce genre de contexte, c'est parfait pour trader. Quand on est dans ce genre de contexte, faut passer sur du plus court terme pour trader un flux haussier. Puis après, en tout cas, les niveaux de support et de résistance font plutôt le taf sur Sky. Donc voilà, étape par étape. Mais 3 bornes de toute façon à surveiller. Et chaque extrémité, c'est des bonnes zones pour augmenter ou réduire son curseur d'exposition. Voilà, j'ai terminé moi sur BTC. Je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez prudents dans vos trades. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.